Bonjour à toutes et à tous, je suis Fred Bousseau et je suis ravi de vous accueillir dans Trail Business Club, le podcast qui vous plonge dans les coulisses du trail. Trail Business Club est produit par Milestone, le média des professionnels et des passionnés de trail running qui publie tous les 15 jours une newsletter qui couvre l'actualité des décideurs, des organisateurs, des équipementiers, des athlètes, des territoires et organise chaque année Milestone Connect, le rendez-vous business et impact du trail running. Trail Business Club est soutenu par la jeune marque annécienne Wise, qui équipe en vêtements et en matériel les coureurs de trail et d'ultra en mode aventure comme en mode performance, comme l'attestent les nombreux podiums décrochés lors de l'UTMB 2024. Wise est surtout une entreprise en phase avec son temps, qui se veut plus qu'une simple marque, un véritable catalyseur de changement, une start-up qui innove et dépose des brevets, qui fabrique en Europe et produit uniquement la quantité de produits commandés. Wise cherche l'équilibre, l'harmonie et des chemins non conventionnels. Alors, si vous souhaitez découvrir cette marque et ses produits, rendez-vous sur wisetrailrunning.com. Bonjour à toutes et à tous, je reçois pour ce 35e numéro Eddy Ferry, directeur marketing France de ASICS. Du hockey sur glace au running, en passant par la mode, celui qui a même été élu meilleur joueur de gardien dans sa discipline avec les Brûleurs de Loups de Grenoble, est maintenant passé à l'attaque pour participer au développement de la marque japonaise. Bonjour Eddy Ferry. Bonjour Fred. Merci de nous accorder cette heure d'entretien. Je sais que tu as un emploi du temps très chargé, mais je suis très content en tout cas qu'on passe ce moment ensemble pour revenir sur la stratégie de la marque, le storytelling, le naming ou encore toutes les activations que vous mettez en place. Et bien sûr, on reviendra sur cette fantastique victoire et même ce doublé de la marque ASICS avec la victoire de Tom Evans et la deuxième place de Ben Diman sur l'UTMB. Et on parlera aussi de la future édition de la ASICS Saint-Élion fin novembre. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, nous donner ton parcours et ta fonction actuelle, toi qui es, alors je l'ai appris, quand même passé par la NHL du côté du hockey sur glace. À toi la parole. C'est gentil de le rappeler. Alors, tu as parlé très bien d'ailleurs d'une bonne partie de ma vie, mais qui est désormais un peu révolue. C'est ma première existence quelque part et j'ai fait la bascule il y a quelques années dans le monde professionnel, un autre monde professionnel, celui de l'entreprise. Et il me tenait à cœur de rester dans le sport, puisque c'est un milieu évidemment que je connaissais bien et que j'affectionne particulièrement. Et dès que j'ai eu la chance d'embarquer dans l'aventure ASICS, je l'ai fait et je regrette. J'ai plus regardé en arrière depuis parce que c'est un vrai plaisir. Et donc j'ai évolué au sein de l'entreprise. J'ai occupé des fonctions commerciales. Et puis depuis 6 ans à peu près au marketing et 3 ans dans mes fonctions actuelles, le directeur marketing France. Merci pour cette présentation succincte. Tu peux revenir aussi sur ton parcours étudiant, parce que tu as fait une partie de tes études aux États-Unis. Et si tu as fini au Brûleur de Loups, alors je crois que c'était pas complètement la fin de ta carrière, mais c'est là peut-être où ça a été le meilleur moment de ta carrière sportive avec ce titre et des titres aussi. Je crois que vous aviez gagné une Coupe de France, c'est ça? On en a gagné plusieurs, ouais, des titres de champion de France, de Coupe de France. On a fait un peu la razzia à cette époque-là au Brûleur de Loup, effectivement. C'était de très belles années. Et oui, oui, voilà, moi je suis issu des sports plutôt américains à la base, donc l'université américaine était un rêve d'enfant pour moi. Je regardais ces séries-là à la télé et je voulais, moi, être celui qui avoir la chance de représenter son université, de porter le blouson tout en étudiant voilà, sur des grands campus. J'ai eu la chance de faire ça, donc ça m'a permis de faire des études de commerce international là-bas, tout en jouant au hockey. Et puis, en fait, l'aventure hockey s'est pas arrêtée là, puisque ensuite, les opportunités se sont créées pour moi dans le sport professionnel en Amérique du Nord d'abord, et puis ensuite en revenant en Europe. Voilà, mais avec les études toujours en ligne de mire, puisque quand je suis rentré à Grenoble pour jouer pour les Brûleurs de Loups, j'ai fait l'ESC Grenoble, qui s'appelle aujourd'hui Grenoble École de Management en parallèle, toujours pour être voilà, prêt à embrayer sur la suite de ma carrière une fois que le hockey serait probablement plus derrière moi que devant. Et c'est ce que j'ai fait à 30 et quelques années à peu près. Et voilà, je prends aussi aujourd'hui beaucoup de plaisir. L'adrénaline est un peu différente, mais elle est quand même très présente quand on évolue pour une marque de sport au sein de cette industrie qui est hautement concurrentielle de la compétition. On en vit tous les jours. Alors justement, tu en as parlé de cette industrie et de cette marque prestigieuse, marque japonaise, ASICS. Peux-tu nous présenter justement la marque et aujourd'hui son périmètre économique, son environnement économique, puisque je crois qu'elle fait partie du top 5 des marques mondiales, notamment dans le running.
Oui, avec grand plaisir. Alors, il faut effectivement partir de la construction, de la conception d'ASICS qui remonte à 1949, donc en sortie de Seconde Guerre mondiale, au Japon, à Kobe. Un homme, monsieur Kiyachiro Onitsuka, avait à cœur de contribuer à la reconstruction d'un pays qui était évidemment en bien mauvais état suite aux événements qu'on connaît de la Seconde Guerre mondiale, en particulier dans ce pays, et qui a eu une vision très claire qui était que le sport devait être un vecteur de reconstruction pour la société japonaise et notamment la jeunesse, leur donner une occupation, un sens, un but, permettre aussi de bouger son corps pour quelque part voyager ailleurs un petit peu et ne pas oublier le contexte dans lequel ils étaient. Et donc, il a trouvé un moyen d'intégrer l'écosystème en créant une marque de sport parce qu'il pensait que c'était une bonne façon pour lui d'œuvrer en ce sens-là. Et c'est pour ça que très vite, il a fait l'association entre santé physique et santé mentale. C'était justement que de remettre les Japonais en mouvement physiquement allait aussi leur permettre de se remettre en mouvement mentalement. Et c'est pour ça que de l'acronyme Un esprit sain dans un corps sain, en latin Anima sana in corpore sano, de l'expression latine est venu l'acronyme ASICS, ASICS, et qui est donc évidemment le point de départ, la genèse, mais aussi les valeurs et la vision que la marque garde encore aujourd'hui sur l'impact que peut avoir le sport dans la société. Voilà, donc tout ça a commencé avec une vision, avec des produits aussi. Ça a d'abord commencé dans le basketball, mais très vite, un créneau a été perçu sur la partie running, course à pied. Et Monsieur Onitsuka a investi cette industrie-là avec beaucoup de succès très tôt, très vite. Très peu de choses étaient faites. Et puis ASICS a construit ensuite son ADN très fortement autour de cette pratique-là. Alors aujourd'hui, la course à pied reste le sport de cœur, mais aussi de résultats d'ASICS, qui est vraiment celui d'où tout part. Mais on a aussi diversifié nos activités. Aujourd'hui, on est très présent dans beaucoup d'autres sports. On est numéro un en running, donc on l'a dit, mais aussi numéro un en tennis, en sport indoor comme le handball et le volley. En France, voilà, est présent sur d'autres activités naissantes de sport de raquettes comme le padel, le pickleball. Voilà, donc on construit cet univers-là du sport autour d'activités dans lesquelles la valeur ajoutée de nos produits a évidemment beaucoup de choses à dire. Et puis, depuis peu, finalement pas tant que ça, mais depuis peu, une explosion se fait au niveau aussi de la partie mode, sport style, qui est un élément important. C'est-à-dire que nos produits, très fortement influencés par cette mode qui tend à reprendre d'anciens produits performance pour les remettre au goût du jour dans un usage plus quotidien. Et ben, comme ASICS avait beaucoup de beaux produits à faire valoir, et ben, on s'est, nous, inscrits dans cette mouvance-là. Et on est aujourd'hui une marque qui, en plus du sport, a beaucoup d'attrait auprès des consommateurs pour un usage plus mode, plus sport style ou lifestyle, comme on dit. Donc voilà, on joue sur beaucoup, beaucoup de terrains à la fois. Et ma foi, tous ces terrains-là se portent plutôt bien pour nous et on en est très heureux. Alors toi, forcément, ce monde de la mode te parle puisque je crois que tu as aussi travaillé chez Pull In, dans le monde de la mode, donc j'imagine que c'est forcément parlant. Aujourd'hui, si on rentre dans ce cœur de réacteur, chez ASICS et même au niveau mondial, vous êtes forcément à l'écoute de tout ce qui se passe, en permanence, au quotidien presque, puisque vous êtes une des 5 marques, leaders, du monde du running. Quelle est aujourd'hui la situation du running? Et si on rentre encore plus dans le détail sur le segment du trail, on en est où? Puisqu'on peut aussi dire que ASICS a toujours été présente, a toujours été une marque présente dans le monde du trail depuis l'existence de ce sport, enfin en tout cas, depuis qu'on a commencé à courir sur les chemins. Oui, oui, complètement. Alors, on va essayer de synthétiser ça, mais c'est compliqué d'évoquer un phénomène qui est en énorme explosion aujourd'hui. Le running à travers le monde, c'est une popularité qu'on ne conteste plus et qui ne fait que grandir. On en est même nous-mêmes surpris, évidemment, qu'on a foi en ce sport et on sait tout le bien qu'il peut apporter aux gens au quotidien. On ne s'attendait pas à voir les gens justement embrasser de plus en plus ce sport de manière massive. Si on peut se donner un ordre d'idée, le running au sens large, c'est quasiment une industrie qui a fait plus 30% de croissance en France entre l'année dernière et cette année. Donc voilà, c'est des industries qui peuvent prétendre à des croissances à 2 chiffres et pas juste 2 chiffres, hein, à plus 30%. Elles ne sont pas nombreuses, donc on est vraiment sur un secteur qui est extrêmement dynamique, qui depuis quelques années était fortement tiré par le trail, qui a vraiment été le segment du running le plus fort et le plus dynamique aussi au sein de cette dynamique-là. Mais depuis un an, on constate que la route a repris beaucoup aussi en popularité
et qu'aujourd'hui, trail et course à pied route sont vraiment les deux secteurs et les deux moteurs de cette croissance de la course à pied qu'elle connaît en France. Mais honnêtement, ces chiffres, ils sont duplicables à l'étranger. Ils sont quasiment les mêmes à quelques proportions de différence. Oui, donc sauf le trail est sur une mouvance, certainement une maturité un peu plus grande, donc on s'attend à ce que ces croissances durent plus longtemps et soient importantes plus longtemps peut-être que sur la route, on verra. Néanmoins, on sait qu'aujourd'hui, cet équilibre pour un coureur entre la capacité de pouvoir passer de la route au sentier, y revenir, ce côté vraiment très diversifié de la pratique est quelque chose de très important. Donc le trail a une grande place à jouer dans la dynamique du running aujourd'hui, en France et ailleurs, et la popularité des courses. Aujourd'hui, il y a plus de courses de trail en France que de courses de route. Les dossards se prennent de plus en plus nombreux. Nous, sur la Zig Saint-Élion, on constate que la popularité des dossards, elle donne le vertige, tellement ils partent vite et à quel point la course arrive à saturation de sa capacité à encaisser des nouveaux coureurs. Donc ce phénomène-là est très, très fort. Et comme tu l'as précisé, ASICS, on est là depuis quelques années, mais on est en réalité là, et les gens l'ont peut-être oublié, l'ont pas forcément su, depuis le début de la dynamique et depuis que le trail est notamment présent en France et n'était qu'un épiphénomène. La Trabuco était là pour accompagner les trailers sur les sentiers. Elle est encore là aujourd'hui et c'est un des best-sellers du marché et aussi un des fers de lance et piliers de l'offre d'ASICS dans le trail. Donc voilà, on a encore plein de choses à dire, mais déjà des belles cartes de jouer et on fait partie et on en est fiers de l'histoire de ce sport dans le marché français, qui est clairement le marché qui influence le reste du monde dans cette discipline-là. On y reviendra tout à l'heure sur cette fameuse Trabuco qui est un best-seller de la marque et qui fait partie des chaussures iconiques de la discipline. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que le trail est encore un marché de niche ou qu'il est en train de sortir de cette confidentialité ? Je pense qu'on peut encore dire qu'il est légèrement dans sa niche, mais clairement une bonne partie du corps en est sortie. C'est un sport qui évidemment s'est ouvert aux masses. Ce qui est intéressant, c'est de voir de quelle façon les gens s'approprient aussi cette discipline-là, c'est-à-dire que le trail tel qu'il est perçu par des coureurs plutôt urbains qui l'envisagent comme courir dans le bois ou la forêt près de chez soi avec un dénivelé évidemment limité, mais la nécessité quand même d'avoir l'accroche nécessaire, la protection aussi parce qu'on va dans des sentiers, dans des racines. Ces coureurs-là considèrent qu'ils font du trail et puis évidemment il y a les puristes de haute montagne qui font un trail pour lequel le dénivelé, la technicité a aussi beaucoup de valeur, mais tous ces gens se rejoignent quand même dans une pratique qui a pour vocation de sortir un petit peu des côtés bitume et stéréotypé peut-être que la route ou que la piste impose pour avoir plus de liberté et ce contact de proximité avec la nature que le trail permet. Donc ça se démocratise de plus en plus, mais ça reste quand même une pratique qui nécessite un petit peu de connaissances, un petit peu d'accès et qui fait que cette démocratisation est encore en marche. Et on en revient aux chiffres de croissance qu'on évoquait jusqu'à maintenant. Un marché qui croît depuis aussi longtemps à de si forts pourcentages est un marché qui n'a encore pas atteint sa maturité et qui est encore sur une phase de progression forte. Donc ça veut dire qu'il y a un territoire et des coureurs à conquérir qui restent assez conséquents en France. Du côté d'ASICS, la part de marché ou la part de chiffre d'affaires trail par rapport à la part de chiffre route, est-ce qu'elle augmente pareil? Et quelle est la proportion route-trail, juste par exemple sur l'univers chaussures? Alors sur le marché, globalement, de nos analyses et de nos études, on sait que le trail représente, sur la chaussure, je parle à peu près 30% de ce que représente le running au total. Plutôt en accélération, je vous l'ai dit ces dernières années, même si la route a repris un petit peu de gaz et d'énergie sur ces 12-16 derniers mois. On était sur 25 il y a quelques années, on est arrivé à 30, on va certainement aller un peu plus haut dans les prochaines années. Et cet équilibre, il est à peu près celui respecté par ASICS dans nos gammes, même si on est encore un petit peu en deçà. On doit environner autour des 20-25%. Donc, on a là aussi, nous, une marge de progression là-dessus. Mais ce qui est assez naturel, puisque nos gammes aujourd'hui sont beaucoup plus développées en route qu'entre elles. On a aussi une marge de progression dans notre offre, dans les consommateurs qu'on peut aller chercher avec ces produits qui est grande. Alors que sur la route, on est vraiment clairement
à un stade de maturité avec une offre très développée qui peut parler à tout type de pratique. Voilà, c'est une réalité qu'on ne peut pas encore à 100% évoquer pour le trail. On y arrive et donc c'est aussi pour ça qu'on est légèrement sur des équilibres un peu plus bas pour l'instant. Alors, on s'est vu cet été du côté de Chamonix où tu avais participé à un podcast à la House of Mountain de Fresh Touch avec Iron. Et lors de cet entretien, tu annonçais clairement que les ambitions aujourd'hui d'ASICS c'était de devenir numéro un, puisque partout où vous avez investi du temps, de l'argent, des produits, des athlètes, des événements, que ce soit sur le tennis, sur les sports de raquettes, sur le running, vous êtes numéro un. Aujourd'hui, sur le monde du trail, vous êtes forcément challengé par des mastodontes, hein. On pense forcément à Nike, à Adidas ou New Balance, ou même Hoka, qui aujourd'hui est la marque peut-être la plus installée. Quelle est la stratégie de ASICS pour y parvenir? Déjà, c'est assez drôle dans le panel de marques que tu viens de mentionner là. Il y en a qu'une seule qui est devant nous aujourd'hui et c'est Oka. On est numéro 3 du marché du trail aujourd'hui, en gros. Ça fluctue de mois en mois, mais globalement, on est entre 2 et 3. Et quand on regarde le marché du trail premium, c'est-à-dire avec des produits vendus à plus de 90 euros, on est aujourd'hui au même classement. Quelques années en arrière, on était un peu plus bas dans le classement en trail premium qu'on était en trail tout prix confondu. Parce que c'est révélateur d'une approche d'ASICS qui est très fortement orientée autour de justement de ce secteur-là, d'une pratique sérieuse à appliquer, d'une discipline qui donc nécessite des produits à forte valeur ajoutée. Et c'est là-dessus qu'on essaye de mettre une grosse emphase. Et pour arriver à convaincre le consommateur qu'ASICS est la marque de choix pour sa pratique, quand on a une pratique du trail régulière et qu'on a besoin d'avoir des produits qui sont capables de nous accompagner là-dessus, c'est vraiment d'essayer de rappeler aux gens ce qu'on s'est évoqué précédemment, mais c'est qu'ASICS c'est une marque en réalité légitime entre elles et qu'elle est crédible et qu'il faut absolument que si on a perdu un peu le fil de ça, de cet historique-là avec les consommateurs, qu'on arrive à leur rappeler. Donc ça passe par plein de choses différentes. Le produit est une première chose et d'avoir des produits capables de répondre à la demande, surtout d'une demande aussi exigeante que l'est la course sur les sentiers en montagne qui ne pardonne pas grand-chose à un produit qui ne serait pas prêt pour l'endurer. Voilà, c'est quelque chose auquel on tient beaucoup et le produit étant en général, étant d'ailleurs la force de la marque, l'innovation, la qualité des produits, c'est évidemment un secteur sur lequel on a réussi assez vite à faire un impact. Mais le produit ne se suffit pas forcément à lui-même. On a besoin autour de lui, construire un arsenal marketing et une manière de raconter les histoires. Et c'est notamment là-dessus qu'on travaille d'arrache-pied avec tout un segment activation, prise de parole de la marque, mais aussi tout un segment très important pour nous, surtout en termes de légitimité et de crédibilité autour des partenariats qu'on a signés avec des courses, mais aussi avec des athlètes. Et j'ai hâte d'en parler parce qu'on s'est vu à l'UTMB, on ne savait pas toutes les bonnes nouvelles qui allaient tomber rapidement. Alors nous, on avait une petite idée que ça pouvait se produire, mais cette semaine a été un tourbillon d'émotions positives pour nous derrière et une validation que tout ce qu'on mettait en place avait du sens et allait dans la bonne direction. Alors concernant justement cette identité de marque, tu parlais que c'était important d'aller capter les bons consommateurs, apporter des histoires, raconter, ce qu'on appelle aujourd'hui le storytelling. Aujourd'hui, Nike, numéro 1 mondial, dans le monde du sport, a annoncé qu'aujourd'hui la partie trail devenait SCG. Adidas, est passé il y a 2-3 ans sur la partie T-Rex et vous avez aussi fait pareil en passant de ASICS à Fuji Trail. Est-ce que c'est important aujourd'hui, dans cette construction du sport et de la marque, de sortir, de dissocier un petit peu, les univers, ASICS peut-être étant plus sur la route et Fuji Trail plus sur le trail? Ça, en tout cas, ça nous est apparu comme étant important, effectivement, de pouvoir montrer qu'on n'était pas qu'une marque de route qui, en parallèle de son cœur de métier, faisait aussi des produits trail, voilà, à côté, en complément d'une gamme finalement. Parce qu'on sait que les coureurs de trail, les puristes, mais pas que, sont très très exigeants avec les marques qu'ils choisissent. Ils ont envie, le trail est plus qu'une pratique sportive, c'est une discipline, c'est quasiment un art de vivre, finalement, une philosophie de vie. Et on a envie de s'entourer de marques dont on pense qu'elles ont compris cette philosophie et ça vaut mieux l'incarner et l'accompagner. Donc on a trouvé important, surtout dans une phase où il fallait absolument mettre en avant cette crédibilité, cette envie de montrer qu'on appartenait pleinement et qu'on embrassait les codes de cette
cette discipline et de cette pratique, effectivement, rajouter à notre nom ASICS des éléments qui permettraient aux consommateurs de comprendre exactement qu'on ne se parlait pas pour le coup de route et qu'on en avait bien conscience et qu'on se parlait d'une discipline bien à part, bien particulière, en accélération très forte, mais aussi avec des codes très particuliers. Donc, ça nous est apparu comme étant essentiel. Voilà, aujourd'hui, ça commence à être quelque chose de plus en plus compris et perçu par le consommateur, mais créer une nouvelle marque au sein de sa marque, c'est quelque chose qui est pas aisé, qui prend du temps, qui demande de la rigueur, de la constance aussi dans la communication. Le message commence, je pense, à atterrir à un moment où la marque, par ailleurs, se fait de plus en plus crédible aussi dans ce milieu-là. Donc tout ça est d'assez bon augure, mais c'est, on le sait, un travail de fond et de longue haleine, et ce qui nous va bien. ASICS a toujours tendance à travailler sur le temps long. On pense que c'est souvent comme ça que se construit une crédibilité et pas dans l'instant. Donc voilà, on va prendre le temps qu'il faut pour installer ça auprès des consommateurs. Mais oui, oui, le fait d'avoir une sous-division au sein de notre nom nous paraissait important pour rendre ça aussi clair et lisible que possible. Alors justement, les consommateurs, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui, même les communautés, auxquelles il faut raconter des histoires, faire du storytelling, faire du brand content. Tu l'as dit tout à l'heure, la Trabuco, on est rendu à la version 13 de cette chaussure, historique, iconique pour la marque, un best-seller. C'est important, de s'appuyer sur ce modèle pour construire des histoires, ou est-ce que c'est juste un modèle au sein d'une gamme aujourd'hui? Non, c'est extrêmement important. Enfin, ce modèle, il est beaucoup plus pour nous qu'un simple modèle, mais de la même façon que si on fait le parallèle sur la route, la Nimbus est plus qu'un simple modèle. Voilà, c'est des références sur l'industrie du running. Je pense que enfin, on le sait d'ailleurs pour avoir échangé avec certains de nos concurrents, c'est des franchises que les marques nous envient parce elles ont un imaginaire, elles ont installé quelque chose dans la tête des consommateurs et qui perdure aujourd'hui. Alors, ça s'est fait dans le temps long, ça s'est fait à force de fiabilité, d'être capable d'avoir des produits qui répondent présent à une certaine demande et qui ne déçoivent pas. Mais aujourd'hui, quand on arrive entre elles et qu'on parle d'une Trabuco, les avis sont unanimes. C'est oui, oui. Enfin, voilà, on comprend, on a confiance. On peut quasiment fermer les yeux et mettre nos pieds dedans et on saura que on aura une expérience de course de qualité, qu'elle soit confortable, qu'elle soit protectrice aussi, qu'elle soit stable. Et ça, voilà, ça fait partie de choses pour toute marque qui est extrêmement importante. Donc, non, la Trabuco n'est pas un modèle à part et elle est aujourd'hui vraiment la fondation de ce qu'on est entre elles. En revanche, on a envie de construire autour de Trabuco d'autres histoires de franchise fortes parce qu'on sait que c'est indispensable. D'une part, parce que la pratique du trail n'est pas unique, que les niveaux des pratiquants ne sont pas les mêmes, que les attentes, que leur type de foulée, que le type de terrain, de distance ne sont pas les mêmes et on a besoin d'autres produits pour compléter la Trabuco et pouvoir répondre à cette diversité des demandes. Et aussi parce qu'on sait que c'est important pour pouvoir exister dans un écosystème, auprès de consommateurs, sur un marché, d'avoir différentes histoires à raconter. Pas trop, pas beaucoup, mais quelques-unes. Et donc de pouvoir avoir autour de Trabuco d'autres histoires produits fortes à évoquer. Elles sont en train de se construire. C'est quelque chose qui est très, très important pour nous, pour assurer la visibilité dont la marque a besoin au cours du temps. Et puis, voilà, encore une fois, le premier argument, c'est surtout et avant tout de pouvoir répondre à une demande qui est très diverse. Alors, tu disais tout à l'heure, le marché du running était sans doute arrivé à maturité, au niveau de certains produits, phares, la Nimbus bien sûr en fait partie. Est-ce qu'aujourd'hui on peut s'attendre à des grosses évolutions technologiques qui vont venir encore renforcer? On sait que ASICS est un des leaders, donc il fabrique des produits très, très fiables, avec, des niveaux d'amorti, d'accroche, de confort du pied qui sont très fortes. Mais quels vont être les enjeux de demain pour convaincre le consommateur et aller chercher encore plus de technicité? Vous avez déjà quelques infos là-dessus? Oui, alors on y travaille d'arrache-pied. Déjà, apporter une précision, c'est je pense pas que le marché du running est arrivé à pleine maturité. On peut peut-être s'attendre à ce qu'il soit à un niveau de maturité plus élevé que celui du trail, mais on voit qu'il y a encore des développements très forts qui ont lieu en termes d'audience et de toute façon, je pense qu'on sera vraiment satisfait que le jour où 100 des Français auront une pratique sportive, à peu près régulière et voilà et qui leur permettra de se sentir mieux dans leur corps et dans leur tête et on en est encore loin et donc la route est longue et j'espère que ce chiffre continuera d'exploser et on sait que la course à pied, qu'elle soit sur route ou sur sentier, est une des manières les plus simples, les plus essentielles que de bouger son corps, voilà, pour notamment se sentir mieux et contribuer à son propre bien-être. Euh, pour en revenir à ta question sur les évolutions techniques entre elles,
Oui, il y en a quelques-unes. Je veux dire, la victoire qu'on a connue sur l'UTMB ouvre des perspectives assez conséquentes, puisqu'il y a un espèce de micro-phénomène autour de la plaque de carbone qui est aujourd'hui massif sur la route, qui ne s'est pas réellement implanté sur le trail aujourd'hui, parce que probablement en balbutiement, avec des produits qui apportaient certes le rebond dont on avait besoin, la dynamique, mais en termes de stabilité nécessitait quand même, sur une pratique où la stabilité est clé et la protection du coureur et de la cheville est aussi capitale, pas forcément toutes les garanties. Je peux, voilà, notre binôme gagnant à l'UTMB, Ben Diman et Tom Evans, couraient avec le même produit qui est un prototype d'une plaque de carbone, voilà, qui existe déjà, mais c'est la nouvelle génération qui sortira l'an prochain. Et leur retour ne laisse aucune place au doute quant au fait qu'on a un produit qui aujourd'hui est capable de répondre à des conditions de pratique extrêmement exigeantes, extrêmement difficiles, techniques et de performances très fortes, mais en apportant une sérénité à des sportifs qui sont évidemment des sportifs de haut niveau. Donc, pour l'instant, on ne se parle pas du grand public, mais on se parle néanmoins de coureurs sérieux, comme il y en a beaucoup d'autres dans cette pratique-là, et qu'il y a quelque chose qu'ASICS a réussi à faire collaborer et fonctionner ensemble pour donner un vrai produit capable de répondre à ces enjeux-là sur un contexte comme celui du trail. Donc, je pense que c'est une perspective qui va ouvrir aussi beaucoup de perspectives. L'autre élément, c'est que là aussi, le but, c'est pas de faire du transfert d'égal à égal de la route au trail. C'est deux disciplines différentes avec des attentes différentes. Néanmoins, on pense qu'il y a des technologies qui peuvent être intéressantes d'incuber sur la route et ensuite de transférer sur d'autres pratiques si elles ont un sens. La révolution des mousses que connaît la route aujourd'hui et qui est très forte, avec notamment chez nous des modèles comme la Nova Blast, toute la mousse Blast, Nova Blast, Mega Blast, etc. Des mousses qui apportent un dynamisme énorme et qui ne sont plus aussi forcément connotées instables comme elles l'étaient, parce qu'on a réussi à juguler ça avec pas mal de travail. C'est des choses qui commencent à être et qui vont continuer d'être transférées sur le trail pour permettre aux trailers d'avoir évidemment toujours ces réalités d'accroche qui sont importantes, de stabilité, de protection, mais aussi tous ces bénéfices en termes de rebond, de dynamisme et de sensation de vitesse, voilà, qui ont fait beaucoup de bien sur la route et qui sont un des secteurs les plus en développement pour les coureurs de route, encore une fois, et qu'on essaye de transférer sur le trail. Donc, c'est aussi des produits qui sont, au-delà des dynamiques, qui sont plus légers, qui sont parfois plus confortables parce que ces mousses, elles permettent vraiment de conjuguer tout ça. Donc, je pense que les perspectives de développement de ce côté-là sont quand même conséquentes aussi entre elles, quand ces éléments-là vont pouvoir être quel est le terme, jugulés ou accompagnés de manière à en faire des produits qui restent des produits qui répondent à des exigences très propres sur le trail, notamment en termes de protection du pied, du coureur et de stabilité. Très bien, on va passer, puisque le temps tourne, on va passer à la partie événementielle. Vous êtes partenaire de la Saint-Élion depuis quelques années et notamment vous avez associé votre nom à l'événement qui s'appelle désormais la ASICS Saint-Élion depuis 2021. Est-ce que c'est important aujourd'hui pour une marque d'associer son nom à un événement? Ça coûte cher, forcément. Combien ça coûte? On parle souvent de 2 € par coureur. Je ne sais pas si c'est une valorisation qui est juste. Est-ce que c'est justement un chiffre qui est bon ou qui est mauvais? Et ensuite, on sait que quand on valorise une course, quand on est partenaire d'une course, ça coûte aussi très cher derrière d'activer à la fois la communication et tous les outils aujourd'hui d'activation qui sont ceux des réseaux sociaux, d'inviter des médias, ceux d'inviter des influenceurs. Euh, Explique-nous la stratégie de ASICS là-dessus. Alors, je pense que comme tout, il n'y a pas de solution unique. Il y a une conjugaison de plusieurs pistes et leviers qui permettent de créer du succès. Et on pense qu'effectivement, les partenariats courses en font partie. On ne rentrera pas dans le détail des sous, mais je peux, sans forcément dévoiler grand-chose, dire que le 2 € par coureur, il a subi l'inflation depuis et qu'on est au-dessus de ça désormais. Et je parle que contractuellement. Je ne parle pas de tout ce que ça implique derrière en termes de budget d'activation pour faire vivre un partenariat, parce qu'un partenariat n'a de sens réellement qu'à partir du moment où on peut le faire vivre. Voilà, en tout cas, pour nous, on se l'expliquait avant, hein, cette recherche de légitimité, de crédibilité passait par le fait de pouvoir montrer que dans des écosystèmes de course, et souvent la prise de dossard est un petit peu l'aboutissement d'un processus justement de
de crédibilité, puisque le coureur attend beaucoup de cet événement-là. Il attend de lui-même, mais il attend aussi de sa capacité à performer et de l'organisation de la course et des marques environnantes de pouvoir lui proposer une expérience de qualité à la hauteur de ses ambitions et de ses attentes. La course est un contexte qui est vraiment privilégié pour faire du lien avec ce coureur-là. Sans parler aussi de la connexion émotionnelle. Quand on prend un dossard, on est engagé personnellement, intimement avec un projet soit de vie, soit annuel, mais néanmoins quelque chose qui compte pour nous. Donc pour une marque participant à cet écosystème, ça permet de mettre en place des conversations assez uniques et on sait que les coureurs sont beaucoup plus attentifs, ont du temps, prennent le temps sur les salons parce que voilà, quand ils viennent récupérer leur dossard, c'est des moments particuliers, donc ils sont prêts, ils sont disponibles à avoir ces conversations avec nous. Et donc, nous, on peut avoir ce temps-là pour leur expliquer, leur permettre de comprendre quelle est la marque, quels sont nos produits, et justement travailler cet axe, cet angle important pour nous, de la proximité et surtout de la légitimité et de la crédibilité de nos produits. Donc les partenariats sont importants. Et en ce qui concerne le naming, c'est un accélérateur ou un coefficient multiplicateur de ce que je viens d'évoquer là. Quand on est simple partenaire, entre guillemets, même majeur, on fait partie d'un écosystème, mais il y a beaucoup de choses à y faire et c'est très bien. Mais quand la course devient quelque chose dont on n'est pas propriétaire, puisqu'il y a des organisateurs et des gens qui détiennent la course, mais dont le nom est apposé directement, ça permet de décupler les effets que j'ai évoqués là. C'est-à-dire qu'on n'a même pas besoin d'être là et d'activer la course, qu'il suffit que les gens en parlent ou qu'il y ait un article de presse qui évoque cette course-là pour qu'ASICS soit dans la photographie. Et ça, c'est là aussi un coefficient multiplicateur assez fort d'impact parce que les gens se disent « Ah bon, voilà, dans l'univers du trail, on a une course qui est emblématique comme la Saint-Élion. Et ben aujourd'hui, ASICS est pleinement associé à cette course-là. Et donc, toutes les valeurs que j'associe à la Saint-Élion, qui est une course éminemment crédible et légitime, et ben, je les associe aussi à la marque qui en est la collaboratrice, et en l'occurrence ASICS. Donc, c'est évidemment des choses qui sont très importantes pour nous. Alors, je me suis peut-être mal exprimé. Je voulais dire que le naming, juste associer le naming, était souvent valorisé à un coût Ah, de 2 euros par coureur, un coût supplémentaire en fait. ok, On devient ok. partenaire de l'écosystème, mais que le naming était associé à 2 euros. Est-ce que c'est un chiffre qui est aujourd'hui juste ou aussi on est sur l'inflation? Ouais, on est sur l'inflation aussi, ouais. Oui, clairement. Mais à juste titre, enfin, c'est la valeur média entre guillemets ou d'impact d'un investissement tel que celui-là est conséquente. Donc oui, on est un peu plus si on prend le nombre de coureurs d'une Saint-Élion ou pour les éléments qu'on connaît nous d'un marathon de Paris ou d'un UTMB, quand on connaît les ordres de valeur dont on se parle, oui, je pense qu'on a largement fait exploser le 2 euros en question. On n'aura pas de chiffre précis. Non, 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 comprenez que je peux pas, évidemment. Juste, ouais, bien sûr, il y a des données qui restent, bien sûr confidentielles. Je précise que vous êtes aussi partenaire d'un tout petit circuit, qui est, de circuit de course en montagne avec, la Pierramenta été, la montée du Nidec d'ailleurs où un certain Tom Evans a terminé 3e cette année à Saint-Gervais, l'Aravis Trail à Thônes ou encore l'ASICS Trail de Méribel. Est-ce qu'avec la montée en puissance de toutes les communautés, des réseaux sociaux où on a plutôt tendance à être sur son téléphone que sur le terrain, c'est important pour vous d'avoir encore cette place au cœur des microsystèmes de l'événementiel, qui sont des courses pas forcément très connues, mais qui permettent peut-être d'aller chercher le consommateur avec beaucoup plus de disponibilité? C'est capital. Pour nous, c'est capital. Vraiment, cette proximité-là, elle est celle sur laquelle ASICS a construit son identité. Là aussi, je fais des parallèles avec la route, mais pas pour dire que les recettes marketing, on les duplique de manière aveugle. Ce qu'on duplique, c'est cet ADN qu'on a, nous, de vouloir être proche du coureur et de lui montrer que voilà, qu'on comprend ce qu'il vit et que le week-end, quand il prend sa voiture ou son dossard et qu'il va affronter des conditions parfois compliquées, le stress que ça implique, voilà, et toute l'appréhension que génère une course, la difficulté, et ben que nous, on est là aussi et qu'on n'est pas juste à bombarder des contenus digitaux ou faire d'autres types de campagnes qui font aussi partie très intégrante de ce qu'on veut faire. Mais c'est une discipline qui est trop sérieuse et un investissement qui est trop important pour tous ces gens pour que la présence physique ne soit pas envisagée. Donc on avait à cœur. Notre histoire sur la route s'est construite sur le bord des courses quand la filiale s'est créée en France au tout début, dans le coffre des voitures où les représentants avaient des produits à faire tester aux coureurs, voilà, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige.
Aujourd'hui, les choses ont un peu changé, mais l'état d'esprit est un peu celui-là. Donc, il nous tenait à cœur de pouvoir signer. Alors, c'est pas vraiment un circuit comme tel, puisque ces courses n'ont pas de vrai lien entre elles. Voilà. Mais pour nous, c'était un circuit d'événements pour nous permettre déjà d'être présents et puis de déployer tout un dispositif d'activation qu'on appelle le Fuji Trail Camp, qui est un dispositif assez lourd, honnêtement, pour des petites courses comme celle-là, mais qui nous tient vraiment à cœur de pouvoir implanter avec toute une installation, un joli tipi pour rappeler les codes de l'outdoor, des gens sur place pour vous permettre de vous conseiller, des produits à essayer, de la présence, du conseil, voilà, des animations aussi pour agrémenter le tout. Et on a emmené ce circuit-là, enfin ce dispositif-là, de course en course, et il a fini son parcours à l'UTMB pour couronner le tout. Et, quand on évoquait tout à l'heure qu'un partenariat course est très important, mais c'est un levier parmi plein d'autres, pour nous, il est important que ces partenariats viennent alimenter une stratégie d'activation, viennent alimenter aussi une stratégie sport marketing, puisque Tom Evans était à la montée du Nid d'Aigle, à l'UTMB, on a eu d'autres athlètes qui étaient présents sur différentes courses. Donc, on essaye vraiment de créer un faisceau de choses qui se recoupent et pas de les avoir trop éclatés dans l'espace ou dans le temps, parce qu'on pense que c'est vraiment de la synergie de tous ces éléments que vient l'impact. Et on est, nous, très satisfaits d'avoir pu faire ça et des résultats que ce Fuji Trail Tour nous a permis de générer en lien avec toutes ces belles courses et tous ces beaux pratiquants et pratiquantes qu'on a pu croiser dans ces événements-là. Alors, c'était pas nouveau non plus, parce que je me souviens des années en arrière que vous faisiez déjà des tests terrain avec un petit système de tente où les gens pouvaient venir tester, aussi repartir presque aussi avec des plans d'entraînement d'une époque où il y avait Pascal Balducci qui œuvrait à vos côtés. Je voudrais juste revenir avec cette démarche que vous avez entreprise depuis, je crois, 3 ans à Chamonix avec l'Asie Fujix Trail Camp du côté du Bois du Bouchet, dans le très bel endroit qui est celui de l'Index. Est-ce que c'était pas un petit peu osé d'aller créer une animation avec la communauté à 3 kilomètres du centre-ville et du réacteur de l'UTMB? Mais finalement, j'ai pu y aller cette année, un environnement qui était ultra apaisant, ultra calme et dans lequel on se sentait bien, on pouvait partir tester. C'était pas gagné dès le début, ça, j'imagine. Non, si je suis très honnête, on a serré un peu les dents, pour pas dire autre chose, au moment où on a pris cette décision-là. Et la première année, on s'est dit: «Voilà, on prend un gros risque à sortir de ce centre-ville de Cham et du village». Mais en même temps, la décision n'a pas été compliquée à prendre puisque ça faisait quelques années qu'on était sur le village et qu'on avait l'impression de ne pas pouvoir s'exprimer à hauteur de ce qu'on espérait. Avoir les interactions de la qualité qu'ASICS souhaite avoir avec ses coureurs, justement, encore une fois, tout ce temps, ce sérieux. On a des produits qui sont hautement technologiques et sur lesquels il y a beaucoup de choses à dire, réellement. Et donc, de ne pas avoir la possibilité de le faire parce que des gens sont, depuis quelques longues minutes, voire quelques heures, déjà exposés à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres marques et beaucoup d'autres discours. Et quand ils passent devant chez vous, ils n'ont pas forcément le temps, la disponibilité, la réceptivité à avoir ces interactions avec vous. On s'est dit qu'il fallait essayer autre chose et qu'il fallait tenter le risque d'avoir peut-être moins d'interactions en fonction du nombre de personnes qu'on allait à réussir à faire se déplacer à 10 minutes un peu plus loin, mais qu'au moins les gens qui viendraient auraient l'occasion de vivre vraiment une expérience profonde de ce qu'ASICS a envie d'exprimer et surtout de la manière dont on envisage le trail, avec quelque chose de beaucoup plus connecté à la nature, de beaucoup plus calme, apaisé. On est vraiment au cœur des montagnes, ce qu'on n'est pas forcément, en tout cas en termes de ressenti, ce qu'on n'a pas le ressenti d'être quand on est dans le village. Donc voilà, ça a été une prise de risque. Mais honnêtement, dès les premières heures du camp, on a compris que c'était exactement ce qu'on voulait, ne serait-ce que par l'expression de la marque. On était très satisfait de ce qu'on avait réussi à créer. Et puis, les gens se sont finalement présentés nombreux. Les interactions étaient de qualité. On a des gens qui sont restés avec nous parfois des heures, à soit siroter quelque chose ou à juste s'installer dans un transat et profiter du cadre calme, ou alors de participer à une de nos activités, un de nos runs. Et ça n'a pas de prix en termes de qualité d'interaction. Donc voilà, on travaille tous les ans à améliorer le dispositif, mais aujourd'hui, ça nous correspond plus d'un point de vue marketing et de valeur aussi, peut-être, que ce qu'on arrivait à trouver par ailleurs. Donc ce risque, on pense qu'il en valait la chandelle. Alors, on l'a dit, vous arrivez à parler aux consommateurs sur des événements, vous arrivez à parler aux consommateurs ou aux communautés sur ces camps qui sont délocalisés. Comment aujourd'hui, quand on est directeur marketing d'une marque, on doit s'adresser à la fois à des médias, à des influenceurs, à des coureurs, aux consommateurs, aux coureurs élites,
Comment on fait pour concilier tout ça? Et est-ce qu'on arrive à parler d'une seule voix ou est-ce qu'il faut vraiment adapter le storytelling, puisque c'est le mode, le mot, l'expression à la mode dans le monde du marketing, à chaque communauté? C'est une excellente question et c'est le casse-tête quasi quotidien, hein, qu'on a à gérer. On a beaucoup de choses qu'on a envie de dire à beaucoup de gens, mais en même temps, on sait que plus on diversifie les messages et les audiences, et plus on risque de diluer ce qu'on a à dire et de faire en sorte que ça ne soit plus entendu ou pas suffisamment. Donc, la volonté de se recentrer autour d'axes précis et le quotidien de nos discussions. L'avantage, c'est qu'on a identifié cet axe, celui de la légitimité, de la crédibilité. Encore une fois, on n'a pas besoin de parler de 17 choses différentes. On parle de ça et on essaye de réfléchir à des leviers qui nous permettent de le faire. Et effectivement, d'adapter ce levier sur les quelques audiences un peu prioritaires ou cibles pour nous, en tout cas. Et aujourd'hui, on travaille particulièrement en proximité avec des audiences qui, aujourd'hui, nous paraissent être celles qui construisent le trail en France, et notamment ces audiences du trail alpin de haute montagne qui contribuent beaucoup à cette impression de crédibilité qu'ont les coureurs. Beaucoup de coureurs de partout en France viennent dans les Alpes pour une épreuve ou pour des vacances et viennent s'imprégner fortement de ce qu'ils y voient et puis retournent chez eux avec les idées assez orientées parce qu'ils ont pu y découvrir, voir, et puis notamment les marques qu'ils ont pu y découvrir ou ce qu'ils ont pu en voir. Donc, on essaye de travailler dans ce bastion-là en particulier, en email énergie spécifique. Et donc, ça nous permet de recentrer un peu les sujets autour d'un message, autour d'un lieu, même si on reste très actif à travers la France, on met un peu plus d'emphase sur ce périmètre géographique et d'une audience qui est quand même un trailer relativement expert et aguerri à sa pratique. Et voilà, et on espère que la connexion des audiences, le ruissellement, je ne sais pas quel est le mot, fonctionne pour que ces gens-là, en les convainquant, on arrive ensuite à convaincre tous les gens qui viennent s'inspirer de ces milieux-là pour faire eux-mêmes leur propre choix derrière. Donc voilà, c'est comme ça qu'on essaye, nous, de travailler les choses en réalité. Mais parce qu'à notre stade de développement, c'était ce qui était nécessaire pour ASICS, je pense, de faire. Peut-être que dans 3 ans, une fois que différentes choses se seront passées, qu'on aura installé cette légitimité, cette crédibilité, l'approche sera différente potentiellement. Et c'est aussi ça qui est beau dans une stratégie marketing, c'est qu'elle n'est pas vouée à durer indéfiniment dans le temps, elle s'adapte à un contexte. Voilà, le contexte d'ASICS aujourd'hui, en tout cas tel qu'il était il y a quelques années, puisqu'on voit qu'aujourd'hui les fruits commencent à se faire, voilà, à maturation sur ce travail-là. On est encore dans cette dynamique-là, mais on en perçoit les résultats. Voilà, peut-être que plus tard, on changera d'axe, mais pour l'instant, c'est vraiment celui sur lequel on travaille. On parlait tout à l'heure de continuité et tu en as aussi parlé. La stratégie, elle, n'est pas forcément dans la continuité. Il y a une chose qui est dans la continuité chez vous, c'est le team, puisque depuis longtemps, très très longtemps, vous avez un team sous la conduite de Laurent Ardito et maintenant un peu plus de Julien Ardito. On va y revenir. Aujourd'hui, vous aviez déjà gagné l'UTMB avec Xavier Thévenard par le passé et toutes les courses de l'UTMB, que ce soit la TDS, la CCC et l'OCC. C'est le seul à ce jour à avoir tout gagné quand il était chez vous. Aujourd'hui, l'UTMB, c'est le premier événement mondial. En 2025, c'est un vrai succès pour vous. On va rappeler quelques performances. Tom Evans, vainqueur. Ben Diman, deuxième. Chez les dames, Anna Carlson, quatrième. Sur l'OCC, on a Andrei Jvitek, quatrième. Antonio Martinez-Pérez, huitième. Maud Matisse, troisième chez les femmes. Sarah Alonso, quatrième. Quelle est aujourd'hui l'importance d'une victoire et de toutes ces performances pour la marque? Et est-ce que le retour sur investissement en termes de business, quel est-il et est-ce qu'il est quantifiable instantanément? Alors, je pense qu'il faudra qu'on reprenne rendez-vous dans quelques mois, un an, pour se dire plus concrète, enfin, que je puisse répondre plus concrètement à cette réponse. C'est la première fois qu'on gagne UTMB dans l'ère post-Thévenard, finalement. Et à l'époque où Xavier avait gagné, moi j'étais chez ASICS et on n'était pas dans les mêmes dispositions pour complètement en bénéficier, autant qu'on l'est aujourd'hui. Euh, voilà, ASICS c'est une marque beaucoup plus mature sur cette discipline-là, sur ses envies et sur sa capacité marketing à accompagner une performance. Donc je pense que cette année, on a commencé à en tirer plus pleinement, peut-être pas encore, mais en tout cas de manière plus conséquente les bénéfices. On a essayé d'accompagner la victoire de Tom de la meilleure façon possible pour qu'elle rayonne auprès des coureurs, même si honnêtement les choses étaient déjà faites assez naturellement.
Voilà, donc les marrons du feu, on les tirera dans quelques mois, années, et notamment particulièrement quand on sortira ce produit-là que Tom Evans et Ben avaient au pied à l'UTMB, qu'on pourra faire le lien avec cette victoire-là et voir concrètement ce que des performances comme les leurs permettent de générer d'un point de vue vraiment commercial direct. Après, je pense que la réponse que je vais vous donner là n'aurait pas été exactement celle que je vous aurais donnée avant la victoire, puisque entre-temps, on a gagné, on a pu constater à quel point ça avait été un espèce d'ouragan de bonnes ondes, de vibrations positives et de visibilité pour nous. On savait que le sport marketing était très important. Moi, je serais mal placé pour vous dire que je ne crois pas que le boulot des athlètes de haut niveau est quelque chose qui compte. Mais c'est pas toujours évident de faire le lien entre l'impact d'une grosse performance d'un gros athlète dans une épreuve majeure comme celle-là et vraiment les bénéfices réels pour la marque. Mais là, il n'y a plus de doute. Enfin, moi, je suis convaincu qu'il faut absolument investir dans ça et que ça a énormément de valeur. Et encore une fois, quand on cherche la crédibilité et la légitimité, ce qui est notre enjeu à nous, hein, qui n'est pas forcément l'enjeu d'autres marques, d'avoir un athlète, même deux athlètes, même trois si on compte Anna, se classer aussi haut sur une course qui est probablement la course emblématique du trail dans le monde, la plus regardée, la plus suivie, qui sont capables de parler aussi bien de nos produits, dont les produits ont finalement fait autant parler parce que c'est des prototypes qui étaient donc masqués, puisqu'ils ne sont pas, par définition pas encore disponibles, accessibles au public. Donc on les a laissés tout blancs avec un Tom Evans qui vient en plus nous faire un pied de nez avec une bière bue directement dans sa chaussure, sa ligne d'arrivée. Bref, voilà, tout vraiment a convergé pour que les gens remarquent qu'ASICS avait fait quelque chose de grand et que ça voulait peut-être dire que cette marque qui mettait tant de choses en place depuis des années et qui travaillait fort justement à s'installer dans cet univers ou à se réinstaller, eh ben, elle faisait des choses bien et elle avait des choses à dire. Et voilà, on a eu beaucoup de signaux positifs, comme je vous le disais, de concurrents aussi, de partenaires, de tous ordres, de clients, de partenaires médias et d'autres, de tout l'écosystème. Et je pense que ça a été un accélérateur pour nous dans nos plans et dans notre dynamique qui va être conséquent, dont je n'ai pas encore toutes les mesures aujourd'hui parce que ça viendra au fil du temps. Mais on est convaincu que ça nous a fait un bien énorme. Et voilà. Et donc, ce qu'on savait déjà quelque part, on a eu une confirmation très concrète de ça. Et c'est évidemment très beau de pouvoir faire ça parce que la beauté du sport reste quand même dans les sportifs et leurs performances. Et donc, de se dire qu'ils restent des acteurs majeurs d'une industrie, d'un écosystème, eh ben, je pense que ça n'est qu'enthousiasmant pour tous les fans de sport. Alors, quand on gagne l'UTMB comme ça, c'est vrai que tu le disais, l'ère a un petit peu changé. On a, depuis les années post-Covid, on est passé dans une autre dimension, notamment au niveau de la médiatisation du TMB. On sait aussi que du côté d'ASICS, il y a une personne qui aujourd'hui compte beaucoup, c'est Olivier Mignon, qui est passé directeur monde de la communication, si je ne me trompe, que j'ai croisé d'ailleurs à l'UTMB, avec qui j'ai travaillé par le passé du côté d'ASICS. Et c'est la première fois qu'un Européen, d'autant plus français, parce qu'il m'a dit en plus qu'il habitait toujours en France, passait à ce poste-là. Est-ce que finalement, ça donne des opportunités? Et j'imagine que tu ne vas pas nous le dire et tu ne le sais peut-être pas, mais aujourd'hui, est-ce qu'on a presque carnet de chèques ouvert pour pouvoir investir et communiquer sur cette victoire pour justement valoriser et en tirer, tu disais, les bénéfices, les marrons du feu assez rapidement? Alors, c'est un très bon point parce que dans ta question précédente, tu as évoqué des gens et j'ai pas suffisamment rebondi dessus, mais pour faire le lien avec Olivier, Olivier est celui qui a fait rentrer Laurent Ardito et maintenant toute la famille Ardito finalement, puisque Julien fait partie aussi de cet écosystème et Max, Cathy également. Et voilà, tout ce qui nous est arrivé aujourd'hui, tout ce qui nous est toujours arrivé de bien entre elles, on le doit à ces gens-là et à la qualité déjà de leur expertise et de leur connaissance, mais aussi des relations qu'ils ont su tisser avec l'écosystème et ils ont contribué pour beaucoup voilà, au succès de la marque et notamment au succès récent. Et Olivier a su déceler chez eux ces qualités-là. Et Olivier, effectivement, alors il est directeur, enfin il est oui, directeur monde de toute la partie sport marketing, donc communication, mais surtout de nos athlètes. Et évidemment que sa sensibilité avec des disciplines qui sont chères à la France, enfin, on n'a pas besoin d'expliquer à Olivier ce que c'est que le trail et ce que c'est que l'UTMB, il le sait très bien. Et donc, dans ces discussions, ça a un impact. Et si aujourd'hui, le trail est devenu, depuis quelques années, une discipline qui est suivie directement depuis le global, si on fait l'évolution, d'abord, c'était quelque chose qui était fortement porté par la France uniquement, parce que le phénomène économiquement ne justifiait pas forcément une attention ni régionale ni mondiale. Donc nous, on a fait en sorte de faire avancer les choses autant qu'on a pu.
On s'est rendu compte au bout d'un moment que les ressources françaises étaient plus suffisantes pour embrayer sur la deuxième dynamique qui est devenue européenne. Et puis, la pratique avançant, les événements se développant, l'économie du trail aussi augmentant, on a réussi à convaincre le global depuis quelques années de considérer le trail comme une discipline prioritaire. Et donc ça permet de changer de braquet en termes de capacité d'investissement, d'attention aussi, de moyens mis et dédiés. Et donc voilà, la différence, elle est vraiment celle-là. Et la contribution d'Olivier au sein de cet écosystème global, puisqu'il y est maintenant une pièce maîtresse, a été capitale, ça c'est sûr. Après, pour répondre à la question du chèque en blanc, non, on n'a jamais dans une société qui se porte bien et qui a une gestion digne de ce nom un budget illimité sur quoi que ce soit. On est raisonnable, on essaye de faire les choses bien, mais c'est sûr que l'enthousiasme naturel qu'ont les gens en interne pour cet événement a beaucoup évolué et ça permet de débloquer des opportunités qui n'étaient pas forcément présentes avant. Alors forcément, la victoire de Tom Evans va rester dans les mémoires et dans l'histoire à la fois de l'UTMB et de ASICS. Finalement, c'était le bon recrutement à l'intersaison d'aller chercher Tom Evans. Et on sait qu'aujourd'hui, ASICS met beaucoup de moyens sur un team international qui compte, je crois, près de 40 athlètes. On connaît le budget moyen d'un fonctionnement d'un team de 40 athlètes aujourd'hui qui met en place des gros moyens pour aller gagner l'UTMB. On sait aussi que Tom Evans s'est associé, en tout cas, a pris les services d'une boîte de data, de mathématiques, Enduro Data, pour aller chercher cette victoire. On va chercher, on met des moyens là-dessus. Ça coûte combien un team comme ça à l'année ? Là aussi, toujours, désolé Fred, hein, ça coûte, ça a évidemment des moyens. La performance, ça nécessite des investissements. Mais très honnêtement, on est sur quelque chose de, pour l'instant, encore très raisonnable. Et preuve en est, c'est que ça va continuer. Enfin, les performances de Tom nous ont permis aussi de mettre le doigt sur des éléments importants qu'ASICS devait faire de plus, puisqu'on ne va pas se contenter de ça. L'idée, c'est d'aller en chercher d'autres, hein, avec lui, avec Ben, avec tous nos autres athlètes, et donc de les mettre encore plus dans les conditions de réussir. Donc, la seule chose que je peux te dire aujourd'hui, c'est que les budgets d'investissement vont augmenter pour permettre à nos athlètes trail d'être dans les meilleures conditions pour performer, parce qu'on a vu, encore une fois, l'impact positif que pouvait avoir une performance telle que celle de Tom. Mais encore une fois, celle de Tom, elle est cruciale, mais l'histoire est un petit peu différente si on n'a pas Ben Diman derrière et qu'on ne fait pas 1 et 2. C'est vraiment aussi ça, la grande force de cette histoire, avec Anna qui fait 4 derrière. C'est aussi la multiplication des grosses performances sur une course aussi majeure qui fait que tout d'un coup, on n'est pas sur qu'un athlète qui performe, on est sur une marque qui a su bien recruter ses athlètes, qui a fait un bon travail de scouting, qui les a aussi bien accompagnés pour être dans les meilleures conditions. Je crois qu'on est un des seuls teams qui n'impose pas de calendrier à nos athlètes. Les athlètes définissent eux-mêmes les courses sur lesquelles ils vont aller, comment ils gèrent leur performance. S'ils veulent ne courir qu'une course dans l'année, ils peuvent. Et nous, on les accompagne de la même façon, que leur programme soit rempli de courses majeures ou pas. Voilà, donc on essaye de les mettre vraiment dans un environnement qui est positif, de les accompagner avec le plus de bienveillance possible. Et ça, je pense que c'est un contributeur. Et puis la finalité, c'est aussi qu'il fallait des bons produits pour le faire dans une discipline qui est de plus en plus millimétrée. L'évocation de la data est capitale. C'est qu'aujourd'hui, les écarts entre les athlètes de haut niveau est de plus en plus infime et le produit a de plus en plus un rôle à jouer. Donc quand on a autant d'athlètes qui performent, on se dit que la marque qui les accompagne a dû, pour partie, évidemment, c'est pas nous qui avons couru, qui avons réalisé ces exploits-là, mais voilà, à notre niveau, tout ce qu'on peut leur apporter, toutes les conditions qu'on peut leur proposer, on le fait, et notamment nos produits. Et c'est ça qui laisse un gros impact et qu'on a envie de continuer de voir se développer. Et donc, nos investissements pour les accompagner à cette hauteur-là se développeront aussi. Merci, Eddy, pour ces explications. On va bientôt arriver au terme, puisque je dois te libérer aussi. On en a parlé, le trail, sport en plein essor, en plein développement, très ancré dans des valeurs d'authenticité, de nature, mais aussi parfois avec d'énormes contradictions à ce sujet-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on arrive à concilier ces valeurs avec une stratégie marketing quand on est une grande marque internationale ? Alors, c'est sûr que ça n'est pas évident et que de toute façon, cette contradiction évoquée entre développement économique et raison écologique est quelque chose qui est un vrai sujet pour nous tous, hein, qui en tant que professionnels, mais aussi citoyens, se battons avec ces idées qui sont contradictoires peut-être, parfois moins. On espère vraiment trouver des pistes pour arriver de façon raisonnée à
à faire un peu les deux, en travaillant, en produisant, en développant des produits qui sont de plus en plus respectueux aussi de cet équilibre-là. Et oui, c'est quelque chose avec lequel on joue en permanence. L'évocation du Fuji Trail Camp et de ce lieu délocalisé, voilà, dans un contexte qui est beaucoup plus respectueux aussi d'un environnement, d'un cadre et de certaines valeurs, prouve bien qu'on est attentif à ça, et qu'on a vraiment pour vocation aucunement de dire qu'on est parfait. C'est pas du tout le principe, mais qu'on est en tant que marque et aussi en tant qu'entité marketing attentif à ces sujets-là et complètement disponible et ouvert à les accompagner du mieux possible pour que le trail reste une belle grande fête populaire. Moi, j'ai vécu un UTMB cette année qui m'a vraiment grisé, de voir autant de gens vibrer pour un sport tel que celui-là, autant d'émotions et autant de bienveillance. Je veux dire, c'est un des rares sports où qu'on soit le dernier de la course, le premier, quand on passe dans les rues, et bien on a ces centaines de personnes, d'inconnus qui nous applaudissent, qui scandent notre nom. Ça n'a aucun prix, je pense, très sincèrement, en termes de valeur. Néanmoins, ça veut dire aussi que tous ces gens sont venus et qu'il y a eu un coût à leur présence, que l'impact est pas neutre autour de soi et qu'il faut arriver à juguler tout ça. Et on fait, je pense, comme tout le monde, partie de cet écosystème et on doit en assumer les responsabilités et se mettre à disposition aussi des instances pour pouvoir accompagner ce changement-là. Je n'ai pas mieux à dire. Nous, en tant que marque, on travaille sur nos processus de fabrication, sur nos matériaux, sur notre empreinte carbone, parce qu'on est une marque qui est évidemment très demandée et donc qui produit à forte volumétrie. Donc, la moindre économie d'échelle et le moindre impact qu'on peut avoir sur un produit devient conséquent très vite. Et ça, c'est une chose positive, mais aussi une grande responsabilité qu'on essaye de prendre avec le plus de sérieux possible. Alors juste pour terminer, merci encore pour cet ajustement. Si demain, Eddie Ferry devait être, le metteur en scène d'un film, pour ASICS, qu'est-ce qu'il mettrait au cœur, du rôle principal? Est-ce que ça serait, la performance d'un athlète? Est-ce que ça serait, l'émotion de la communauté comme, tu viens d'en parler? Ou est-ce que ce serait, en premier la préservation de la nature? Hmm. C'est une question difficile, ça. Euh, Bah, je ne sais pas s'il y a vraiment, enfin oui, je vais faire un choix parce que je vais accepter l'exercice qui est proposé. Évidemment que je suis particulièrement sensible à ce que font les athlètes, quel que soit leur niveau d'ailleurs, hein, parce que j'ai couru récemment un marathon et c'était bien plus difficile que n'importe quel match ou séance de préparation physique que j'ai vécu en tant que sportif avant ça. Donc j'ai énormément de respect pour tous les sportifs, que ce soit de haut niveau ou pas, mais la performance a quelque chose de grisant, évidemment, et qu'elle apporte des émotions parce qu'elle véhicule tout un. Je veux dire, Tom Evans, avant de gagner, il a 2 DNF dans la vie. On a tous vécu des situations où ben, on s'est planté face à un obstacle important, et la question, c'est qu'est-ce qu'on en fait derrière? Est-ce qu'on se relève? Est-ce qu'on abandonne? Et les athlètes nous montrent une voie qui existe et nous donnent quelque chose, matière à réfléchir et à progresser dans notre vie individuelle aussi et personnelle. Et en ça, je trouve que le sport apporte quelque chose d'assez unique. Après, on est évidemment conscient aussi que Tom Evans n'aurait pas pu faire ce qu'il a fait si les montagnes de Chamonix et du Mont Blanc n'existaient pas, et que ce terrain de jeu, il a vraiment pour nécessité d'être préservé et qu'on n'aurait pas autant de plaisir si la montagne n'était pas si belle. Donc c'est pour ça aussi que je dis que tout ça s'imbrique et que la performance de Tom, de Ben, de Hannah et de tous les autres n'aurait pas été ce qu'elle a été si le terrain de jeu n'avait pas été respecté. Donc dans mon film, le terrain de jeu, il serait beau, il serait vert, les glaciers seraient dans leur plus belle parure blanche et Tom Evans ou un autre athlète ASICS gagnerait une belle course comme celle-là parce que les deux sont indissociables. Merci beaucoup pour cette, conclusion, positive. En tout cas, on est tous sensibles à ces messages-là. Tu as peut-être quelque chose à ajouter par rapport à tout ce qu'on s'est dit ou un dernier message à faire passer éventuellement? Alors là, non, pas vraiment. Enfin, c'était un entretien très intéressant. J'invite les gens à vraiment s'intéresser de près à ce qu'ASICS propose. Je pense que voilà qu'ils auront découvert là depuis quelques semaines peut-être, voire s'ils le savaient avant, que voilà qu'on est une marque qui, en termes de produits, mais aussi de valeur, a plein de choses à mettre en avant. Et ben, je te remercie beaucoup pour m'avoir permis d'en parler de manière assez large et complète dans cet entretien. Et moi, j'aime beaucoup la marque pour laquelle je travaille. Je considère que j'ai de la chance de défendre des valeurs telles que les nôtres. Donc, c'est toujours un plaisir de pouvoir prendre le temps, même si ça a dépassé un petit peu, même si les journées de tout le monde sont pleines, pour pouvoir en parler. Merci beaucoup, Eddy, en tout cas pour, cet entretien, ta disponibilité. On se retrouve peut-être au moment des awards du trail où, il est
peut-être probable que ASICS fasse partie, en tout cas, c'est sûr des nominés, peut-être des vainqueurs. Et puis au Connect, tout était présent l'an passé. En tout cas, merci beaucoup et bonne fin de journée et à très bientôt. Merci Fred, on y sera et à très vite. Merci d'avoir écouté cet épisode de Trail Business Club. N'hésitez pas à le partager et à nous dire ce que vous en pensez. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, je vous conseille de vous abonner à la newsletter Mile & Stone. Elle est gratuite et vous pouvez vous inscrire sur mileandstone.com.